Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des rencontres de la recherche et de l'innovation. Ici, à la chaufferie, dans cet espace, on va parler d'industrie du futur d'ici quelques instants, un endroit ô combien assez exceptionnel où l'industrie du passé était bien au rendez-vous. Mais cette fois-ci, on va faire un bond dans le temps, même dans le présent, avec les vitrines de l'industrie du futur, ce réseau d'excellence aujourd'hui pour vous donner envie. Envie de quoi? Envie d'aller vers les entreprises, vers les industries sur le territoire des Hauts-de-France, l'envie de partager cette expérience, l'envie également de découvrir les trésors que nous avons sur le territoire des Hauts-de-France, bref, l'envie de vivre cette aventure de l'industrie du futur. Alors cet événement des rencontres de la recherche et de l'innovation est à l'initiative de la région de France, elle est animée par Hauts-de-France Innovation et Développement et aujourd'hui ce sont les services de la région Hauts-de-France qui organisent cet événement accompagné de l'Alliance Industrie du Futur et ses représentants qui, avec beaucoup d'énergie, ont pris le temps d'être avec nous, évidemment, pour vivre ce moment d'exception. À la fin de cette soirée, nous allons recevoir les trophées délabellisés vitrines de l'industrie du futur 2020-2021. On va avoir ce privilège, évidemment, tout au long de cette soirée, de découvrir les singularités des profils ô combien dynamiques que je vous invite à découvrir. Alors évidemment, quand on parle d'industrie du futur, on parle d'industrie vertueuse. Aujourd'hui, beaucoup d'enjeux de société. On parle de management exemplaire, de développement durable, bref, d'industrie, évidemment, au rendez-vous des enjeux de l'avenir. Et évidemment, cet enjeu, vous pouvez le retrouver dans l'ambition de la région de France à travers la dynamique REF 3. Et je vous invite d'ailleurs avec nous, il a tenu d'être avec nous, la région de France, avec Frédéric Motte, conseiller régional, président de la mission REF 3, délégué à la transformation économique à la région de France. Il vous a préparé une vidéo d'introduction. C'est parti, en images. Bonjour à tous et à tous, je suis Frédéric Motte, nouvellement élu conseiller régional en charge de la transformation économique de notre région et président de la mission REF 3. Cette mission REF 3, c'est de mobiliser tous les acteurs du territoire pour aller vers la décarbonation à 2050 et donc de relever ensemble 3 défis. Celui de la transition énergétique et climatique, celui de la transformation technologique qui est en train de bouleverser toutes nos entreprises. Et puis le 3e point sont les défis sociétaux des usages, la façon dont je me loge, je me déplace, je me nourris. Ces transitions, elles reposent, j'ai envie de dire, sur 2 jambes. La première, ce sont évidemment nos comportements, mais c'est aussi surtout sur l'innovation. Et je voudrais vous partager un message en tant qu'industriel également, combien l'industrie a une place extrêmement importante sur ces enjeux de l'innovation. Sauf que nous, industriels, on est souvent plutôt des faiseux que de diseux. Et on a donc besoin de valoriser ce que l'on fait, de valoriser nos métiers. Nous sommes tous confrontés au défi du recrutement, des enjeux d'acceptation aussi de nos usines. Et donc je voudrais aujourd'hui, alors que vous allez mettre à l'honneur certains d'entre nous qui ont été brillants, exemplaires, de vous inviter à toutes et tous ouvrir vos usines, accueillir des jeunes, faire venir des parents. C'est ensemble que nous réussirons ce pari de l'industrie. Vous savez combien Xavier Bertrand y attache beaucoup d'importance. Pour lui, ce ne sont pas les élus qui créent des emplois, mais les entreprises. Notre job, c'est de vous accompagner. Eh bien oui, on a envie d'accompagner l'industrie. Vous pouvez compter sur nous. Très bonne réunion. Merci beaucoup à Monsieur Frédéric Motte, conseiller régional et président de la mission REF 3, qui va évidemment, cette ambition va nous accompagner tout au long de la soirée avec le plus grand des plaisirs. Alors avec moi, vous avez pu remarquer, on a agrandi pour ce premier temps fort. On va vous parler évidemment d'attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie. Ça va être le premier temps fort de ce rendez-vous, de cette soirée vitrine de l'industrie du futur, un réseau d'excellence pour vous donner envie. C'est parti pour le premier temps fort. Alors, sachez-le, à tout moment, vous pouvez participer avec nous, que vous soyez dans la salle. Vous avez Marion qui tient un micro-salle si vous le souhaitez, ou si vous êtes derrière les écrans grâce à l'outil Livestorm sur lequel vous êtes inscrit, vous nous suivez actuellement. Sur l'onglet à droite de votre écran, vous avez une section
questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Derrière l'écran, vous avez toute une équipe, Élodie, Jean-Denis, qui vous répondent, des services de la région, et évidemment qui me relaient vos questions pour faire profiter des experts, des entreprises qui sont parmi nous. On a préparé également des questions pour vous. Évidemment, vous allez participer. On va afficher devant vous un QR code, un système qu'on appelle Bicast. Vous invite maintenant, c'est pratique. Avec les conditions sanitaires, on sait tous utiliser un QR code sans aucun problème. Vous scannez et vous allez vous retrouver sur une page Internet. Vous pouvez le faire aussi sur le public, dans le public, ici à la chaufferie. Et vous avez une première question qui va s'afficher. Vous avez le temps de répondre pour vous. C'est quoi pour vous l'industrie du futur? Alors, même si on a passé une après-midi avec mon collègue José il y a quelques instants sur la thématique de l'industrie du futur, mais là, on vous pose la question. Vous allez voir un nuage de mots-clés qui va apparaître sur vos choix. On vous laisse le temps de vous connecter à l'application. On va remettre peut-être le QR code, peut-être pour que le temps que tout le monde. Je vois innovation. L'industrie du futur, c'est l'innovation, en grand, en mots. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de scanner le QR code. Peut-être qu'on peut remettre, on a lancé la question, la jeunesse. Voilà, on va vous remettre, comme ça vous avez le temps de vous connecter un petit peu, de scanner. Je vois que c'est le cas dans le public, dans l'assistance. Peut-être que c'est le cas aussi dans vos bureaux ou chez vous qui nous suivez, juste derrière vos écrans. Et on vous remet la question. D'après vous, c'est quoi pour vous l'industrie du futur? Tiens, j'ai envie de poser la question, mais les intervenants qui sont avec nous, je vais d'abord les présenter. Nous avons la chance d'avoir Yves Noireau, qui est directeur général de la fonderie Souglan, l'une des plus anciennes entreprises de France. Combien d'années d'existence la fonderie Souglan? Vous avez le micro qui est juste là pour vous. Alors, on va actionner tout ça, vous inquiétez pas. Et je vous en prie. Alors, ça devrait arriver en 1543. Hein, c'est bien ça, c'est mon micro, ça, qui est poussé. Et donc, vous auriez dit quoi, quel thème parmi, pour vous, l'industrie du futur, si vous deviez choisir un mot? Oui, alors ça va arriver. Dites-le moi à moi, je vais relayer. J'ai déjà vu le nuage de mots tout à l'heure. Ouais. Moi, j'aurais ajouté capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation. Changement. Transformation. Ah oui, ça fait beaucoup. On a le droit qu'à un mot. Hein. Et Renaissance aussi. Ah ben, Renaissance. On va baisser un peu le mien et monter celui-là, du coup. Peut-être, j'aurais dû commencer par vous, Karine. Je vous en prie. Karine Debucher, directrice industrielle chez Rafo. Vous auriez dit quoi? Voilà la réponse pour vous. Industrie du futur, ça veut dire quoi? En un mot? Oui, oui, allez-y. Alors pareil, hein, je vais relayer le temps qu'on adapte les micros. Dites-moi tout. Non, c'est pas celui-ci. Dites-moi, moi. Alors, un moyen de limiter. Alors ça, on va revenir après. Alors là, on est plus qu'à un mot, hein, parce que ça, c'est une des idées qu'on va partager ensemble. Et peut-être monsieur Christian Jude de l'entreprise, directeur général HMS Vilgo, vous auriez dit quoi à une question? À la question, l'industrie du futur pour vous en un mot? Éco-conception. Ah, on va revenir avec tout ça. On peut peut-être revenir sur le nuage de mots-clés. Sur la totalité, on voit beaucoup d'idées. Alors ça, c'est le bien, je pense. Les technologies de l'usine 4.0, je vois modélisation, innovation, agilité, bref, beaucoup de mots. On va voir si on retrouve tout ce jargon, tous ces mots-clés dans nos espoirs. Alors, je vous ai présenté assez brièvement nos premiers invités. Maintenant, on a envie de savoir qui vous êtes, vous, derrière l'écran. Voici la deuxième question Bicast. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, à vous de répondre. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais demander à l'équipe, on va valider chaque micro et on vous laisse répondre chacun. Qui êtes-vous? Alors, vous pouvez répondre dans l'assistance, ainsi celles et ceux qui sont derrière les écrans. Vous êtes une entreprise, une collectivité ou un acteur institutionnel, un organisme de développement économique, un étudiant, un demandeur d'emploi. Voilà, et je pense qu'on a peut-être une section un peu plus basse. Pour l'instant, on a une majorité de loin d'entreprises. Ça tombe bien, évidemment, on est ici dans un tissu extrêmement entrepreneurial, même si on a beaucoup de chercheurs parfois qui suivent, et on va parler de recherche, évidemment, et parfois d'intérêt. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, pendant qu'on a les résultats qui arrivent, Monsieur Noireau, je vais vérifier. Oui, c'est bon, je vous en prie, prenez le micro.
On parle aujourd'hui beaucoup d'industrie du futur. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que représente votre entreprise? Vous l'avez dit, c'est l'une des plus vieilles entreprises de France, mais qui, c'est pas contradictoire avec le terme d'industrie du futur, bien au contraire. Alors, on va vous laisser un peu expliquer ce que représente aujourd'hui la Fonderie Souglan. Souglan, c'est une PMI de 70 personnes. Nous sommes à la fois entreprise du patrimoine vivant, France savoir-faire d'excellence, et puis vitrine industrie du futur. Nous sommes donc la doyenne des entreprises des Hauts-de-France et une des plus anciennes fonderies au monde. Donc, pourquoi vitrine, puisqu'on parle de l'industrie du futur? Eh bien, tout simplement parce qu'au sein des fonderies de Souglan, il y a 70 métiers. Et le premier métier, c'est une chercheuse. Et le dernier métier, ben, c'est une personne qui assure les expéditions. Et entre ces deux personnes, il y a 68 métiers différents. Donc, pour l'attractivité des jeunes, puisque c'est le sujet, c'est ce que nous mettons en œuvre et nous pratiquons. J'ai vu que l'industrie du futur, innovation, pour nous, c'est l'innovation verte. C'est pour ça que j'ai mis mon coq vert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels doivent innover, mais en même temps, protéger la planète. Je pense qu'on a passé le respect de la planète. Il est impératif, il est impérieux de protéger la planète. Et je pense que nous, industriels, nous devons de montrer l'exemple. Alors, je remarque, je remarque que vous avez porté, arboré ce coq vert, symbole de l'industrie du futur, des vitrines de l'industrie du futur, modélisé, hein, vous m'avez dit, avec une imprimante 3D, moderne jusqu'au bout, industrie du futur jusqu'au bout. Est-ce que c'est une réalité chez Souglan qu'on a une difficulté à attirer la jeunesse vers les métiers d'industrie? Oui, et on est sur un territoire qui est quand même qui manque d'attractivité. On est, pour ceux qui connaissent les Hauts-de-France, sur la Thiérache. Donc, notre objectif, c'est attirer des talents et des clients. Donc, il est certain que notre modèle économique, que nos labels, que notre âge, on est ouvert au public. On voit des enfants à partir de 7-8 ans qui viennent visiter, puisque ils viennent nous visiter tout petits, donc on commence tôt, mais on espère leur donner envie dans 10 ans, dans 15 ans, de nous rejoindre, et si ce n'est pas les fonderies de Souglan, de rejoindre l'industrie, parce qu'on a aussi cette pratique et cette envie de donner comme message aux enfants qui nous visitent, arriver à retrouver la fierté de « c'est moi qui l'ai fait ». Et ça, c'est quelque chose de fort et on essaie de leur inculquer le plus possible. Alors, vous êtes venu avec un peu les différents métiers, enfin toute la diversité. On a une diapo qui a été préparée par l'ensemble, on va l'afficher à l'écran, parce que parfois on a une image sur l'idée d'attirer la jeunesse sur les métiers de l'industrie. On peut avoir cette image qu'en réalité c'est un métier répétitif, vous l'avez repris tout à l'heure, on va en revenir dessus, et pas diversifié du tout. Alors on va voir la diversité, je vais demander aux équipes techniques, on a le diaporama concernant les fonderies Souglan, de l'afficher, on va voir cette diversité. C'est un terme que vous avez repris aussi, Madame de Buchères, sur l'idée, on a souvent cette image de la tâche répétitive, du taylorisme qui reste encore, du fordisme encore bien ancré dans l'image de l'industrie. Aujourd'hui, on n'est plus là, c'est quelque chose auquel vous luttez aussi chez Rafo. Alors on a justement, ça y est, cette présentation, là on montre un peu… Voilà la vitrine, c'est-à-dire qu'en fait… Jean-Marie Delbecq, ici présent, le sait, puisqu'il a fait partie de l'accompagnement des accompagnateurs et qui a vu très vite que cette ligne de métro, parce qu'en fait c'est une ligne de métro, avec des stations où on peut rentrer et sortir sans forcément aller au bout. Alors on essaie de pratiquer un peu la méthode IKEA, mais il est certain qu'on peut avoir de grands groupes qui viennent vers nous uniquement pour la partie R&D. On peut très bien venir conseiller des clients de nos clients. Donc là, on est sur l'économie de l'usage et de la fonctionnalité. On peut avoir aussi des accompagnements de chefs d'entreprise qui veulent modifier leurs pièces mécano-soudées en pièces de fonderie. Donc là, d'ailleurs, notre baseline, c'est concevoir avec vous, réaliser pour vous. La co-conception, le co-design est quelque chose que nous pratiquons en permanence, puisque l'idée, ce n'est pas de vendre ce que nous savons faire le mieux, mais c'est de vendre au client ce dont il a besoin.
Donc, il y a une notion d'écoute et une notion de faire du sur-mesure. Voilà, alors ça, on va y revenir évidemment plusieurs fois sur la partage d'expérience également. Et vous l'avez très bien expliqué, c'est une très bonne introduction également pour le prochain temps fort. Alors, je vais demander s'il y a possibilité de baisser un petit peu la voix. Et j'ai le même ressenti dans l'expérience qu'on a partagée ensemble au téléphone, Madame de Buchère. Quand on parle du site RAFO, on va rappeler que c'est un site qui est à Rouy, hein, c'est cela? À Rouvigny, oui, à côté de Valenciennes. À côté de Valenciennes. C'est un vrai sujet aussi chez vous, de pouvoir attirer la jeunesse vers les métiers d'industrie. Alors, quand on parle d'entreprise RAFO, on parle d'entreprise d'armement. Peut-être que ça peut parfois faire peur, mais il y a quelques préjugés que vous ressentez malgré tout dans cette jeunesse face aux métiers d'industrie. Je pense que oui. Alors, on l'a un petit peu moins, ce qu'on échangeait avec mon collègue, le directeur du site de Rouvigny. On a peut-être un petit peu moins cette problématique d'attirer les jeunes sur le site de Rouvigny. On veut croire aussi parce que l'approche usine du futur a été un vrai plus. Et c'est sûr que d'avoir des lignes un peu plus automatisées où on demande moins justement de tâches répétitives, mais plus d'expertise en fait à nos collaborateurs. Je pense que ça attire un petit peu plus les jeunes. Sur les autres sites du groupe qui sont pas forcément dans la région Hauts-de-France, on constate effectivement qu'on a beaucoup plus de mal d'attirer les jeunes, mais bon, c'est aussi un problème au niveau peut-être de la scolarité où les jeunes sont pas attirés à aller vers l'industrie parce qu'on peut-être une mauvaise image historique de l'industrie, voilà. Alors, vous m'aviez dit, et ça c'est quelque chose qui est vraiment un témoignage des trois expériences, hein, l'intérêt c'est déjà le savoir-être des personnes que vous recevez, mais surtout, vous les formez. C'est encore des métiers où on peut former sur place, on est loin parfois du travail à la chaîne, on est beaucoup en lien avec des nouvelles technologies, c'est le cas y compris chez RAFO. Oui. Bah, c'est sûr que voilà, bon, il faut une expertise de base. Hein. Il y a certains métiers, nous on a des métiers d'usinage, etc. De pas du tout connaître ni les matériaux, ni la façon d'usiner. Voilà, on peut pas repartir de la base complète. Il faut quand même. Mais après, effectivement, chaque équipement, chaque exigence client nécessite une formation particulière des collaborateurs et des jeunes, ce qui permet l'accès aux jeunes vers des métiers, voilà, où ils n'auraient pas forcément toute la compétence dès le départ. Alors, je vais revenir avec vous, Monsieur Christian Jude. Vous avez le micro qui est juste en face de vous. Alors, c'est votre frère, c'est une histoire de famille, l'entreprise. Expliquez-nous un peu ce que représente HMS Vilgo. Alors, HMS Vilgo, en fait, c'est une entreprise qui regroupe deux entreprises. En fait, c'est un petit groupe de deux entreprises, dont une qui est basée ici à Los et qui fabrique des lits médicalisés. Ce sont des lits médicalisés plutôt pour le maintien à domicile, plutôt pour les soins à domicile, également un petit peu pour les collectivités comme les maisons de retraite ou les cliniques. Alors, quand on a préparé cette émission, on a vu beaucoup d'images. Vous avez accompagné beaucoup une transformation sur la robotisation de l'entreprise, de ce travail. D'ailleurs, on a quelques photos qu'on va pouvoir passer à l'image en fond. On voit vos collaborateurs, hein, vraiment qui ont été formés. Il y a eu il y a eu un moment de bascule. C'est-à-dire qu'il a fallu, pour des métiers qui étaient à l'issue traditionnelle, parce que ça existe depuis combien de temps, l'origine de l'entreprise? L'entreprise a débuté à peu près sous des formes différentes depuis à peu près le début du siècle. Elle a beaucoup évolué, évidemment. Et là, effectivement, on voit des collaborateurs que l'on a formés spécialement sur des machines modernes. Parce que, comme Madame le disait, il n'est pas toujours évident de recruter des jeunes. Et il y a souvent un petit problème de formation en amont. Voilà, là, on voit les personnes là pour le coup qui sont diplômées, qui sont dans le bureau d'études ou qui sont aux méthodes. Voilà, on a beaucoup dû investir pour transformer notre outil et rester compétitif sur un marché mondial. Et pour cela, on a formé le personnel qui était déjà en entreprise et des jeunes qu'on accueille régulièrement et qu'on forme donc ces nouveaux outils pour accompagner l'entreprise dans son développement. Alors, je pense que c'est un discours que vous avez en commun. Il faut d'abord avoir des formations et dans l'idéal pour connaître les matériaux, connaître le travail, mais après tout, il n'y a pas une formation complète qui va venir s'adapter aux machines que vous avez forcément chez vous. Donc, c'est un intérêt, c'est la formation interne et pouvoir toucher à des outils par conséquent qui sont uniques. Je suppose que c'est le cas aussi chez vous, Monsieur Noireau. Oui, alors c'est vrai qu'on est confronté à une problématique qui est la sauvegarde et la transmission du savoir-faire. Et ce que l'on a trouvé jusqu'à présent de mieux, c'est en fin de parcours, nos chefs d'atelier, en général, ce sont vraiment des maîtres artisans pendant un an et demi, 2 ans.
ils forment leur remplaçant et son backup, peut-être un numéro 2, un numéro 3, et l'ensemble des équipes. Donc ça se fait de façon continue et en permanence. Et puis, on est en train de travailler sur un sujet avec une société qui s'appelle Audace. D'ailleurs, c'est une société qui est de la région et qui a obtenu hier un prix RMC. Clairement, cette société, elle permet justement, avec des outils digitaux, des outils numériques, de transmettre, et notamment, on est sur un projet de tablettes renforcées numériques pour pouvoir passer des vidéos, passer des tutos à des personnes qui viennent d'intégrer une des fonctions, un des métiers de l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est un de nos soucis majeurs. Oui, on fait de la R&D, oui, on fait de la simulation, oui, mais on ne regrette pas, et bien au contraire, notre métier, c'est quand même de fondre des pièces de fonte et d'acier. Et ça, c'est vraiment un métier où il y a un savoir-faire ancestral que nous conservons et qui nous permet notamment d'avoir comme client la marine américaine. Et je peux vous dire qu'en général, ce genre de client, il faut quand même connaître un peu ce métier et livrer de bonnes pièces pour conserver leur fidélité. Alors, on peut porter et être fier, évidemment. C'est pas si souvent qu'on peut se vanter d'aller effectivement défendre notre savoir-faire auprès des États-Unis. Il y a quelque chose que j'ai remarqué également, et en ça, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous m'avez dit, moi, je voudrais pousser les filles à rentrer dans l'industrie. Il n'y a pas assez de filles. Combien il y a de filles chez Rafo? Alors, j'ai pas le nombre, mais nous ne sommes pas très nombreuses. Voilà, l'industrie, ça attire pas beaucoup, mais depuis le début, quoi. Et je pense que c'est un tort. Voilà, c'est cette diversité justement homme-femme apporte un challenge différent, une vision des choses différente, une façon de penser différente. Et je pense que cette complémentarité est vraiment importante. Et voilà, je pousse les jeunes filles à aller le plus possible vers l'industrie. C'est un vrai épanouissement, c'est une vraie connaissance qui est très diversifiée sur des métiers très diversifiés et qui apporte beaucoup d'intérêt. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de faire le tour. Est-ce qu'il y a beaucoup de dames et demoiselles chez HMS Vilgo qui travaillent j'en ai pas vu dans les photos. Hein. En production, 0. En production, 0. En amont, en amont, oui, sur les tâches plus administratives. Voilà, mais sinon en production, c'est vrai, 0. Après, c'est ce que disait Frédéric Motte tout à l'heure dans son introduction. Il a bien raison. On le fait tous. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un. On ouvre nos entreprises pendant la semaine de l'industrie à des écoles. Et je crois que c'est à ce moment-là que, effectivement, on peut faire découvrir nos métiers à des écoles et à des classes de collège qui sont mixtes, pour le coup. Et effectivement, c'est peut-être aussi à nous de faire le travail en amont pour véhiculer une image de l'industrie qui soit assez positive pour donner envie à tout le monde de venir, y compris aux jeunes femmes, qui pourraient effectivement enrichir culturellement nos entreprises en apportant une vision et une approche différente, une sensibilité différente au métier que l'on fabrique. Parce que de nos jours, avec les outils que l'on a, ce ne sont plus vraiment des travaux physiques, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est simplement la culture, ces barrières culturelles qu'il faut faire tomber pour donner envie à plus de jeunes filles de venir travailler dans nos usines. Alors, et de votre côté? On a une jeune fille en maintenance. Pardon. On travaille sur les projets exosquelettes Kobo pour justement permettre au personnel féminin de travailler dans les ateliers. On a quand même un codir à 50-50. Il y a autant de femmes que d'hommes. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que dans les ateliers, on voudrait bien monter et avoir de plus en plus de femmes dans nos ateliers. Ah ben déjà, donc vous avez bien parlé d'exosquelettes pour pouvoir permettre les charges. Bon, je suis très curieux de voir ça, très curieux de voir ça. Bon, là, on parle de métiers assez physiques ou opérationnels, mais il faut rappeler que les métiers d'industrie, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de métiers différents dans les métiers d'industrie. C'est d'ailleurs, quand j'ai eu, pour travailler sur la HMS Vilgo, vous défendiez l'idée d'une PME ô combien énergique, puisque dans une PME, quand on travaille en tant que chargé d'études sur un produit, eh ben, on a la chance de voir tout de suite l'opérationnel juste à côté de soi et de pouvoir réaliser, d'être la fierté, c'est ce que disait Monsieur Noireau, d'avoir la fierté d'avoir monté le projet du départ et de voir sa réalisation juste en traversant un couloir, quoi. C'est quasiment ça. Oui, c'est un petit peu, ça reprend un peu le même exemple que monsieur expliquait tout à l'heure. C'est vrai que dans des PME comme nous, c'est aussi l'intérêt pour chacun de pouvoir suivre les projets du début à la fin. Le projet partira pas dans une autre usine, dans une autre aile de l'entreprise.
tout est assez compact et chacun peut se sentir pleinement impliqué dans le travail qu'il fait. Et c'est vrai qu'au niveau du développement, ils peuvent toucher du doigt très rapidement ce qu'ils font, faire des essais, même physiquement, c'est-à-dire construire des prototypes et les faire évoluer en vrai, comme on dirait. Alors, on a une question de la part de nos internautes, de celles et ceux qui nous suivent derrière leurs écrans. Je rappelle également que celles et ceux qui sont en salle, hein, vous faites un petit signe. Il y a Marion, qui est notre hôtesse, qui est sur votre droite, qui se prêtera à l'exercice de vous amener le plus vite possible le micro. Voici la question. Voyez-vous un changement dans l'attitude du monde scolaire vis-à-vis de l'industrie ? C'est vrai que pendant des années, on a poussé à faire de très très hautes études. Et peut-être que là, pour le coup, il faut être formé, mais pas forcément avec des cursus universitaires pour arriver à accéder à ces métiers. Est-ce que dans vos portes ouvertes, je sais que vous vous prêtez à l'exercice tous les trois, dans le lien que vous avez avec le monde académique ou les collèges, les lycées, est-ce que vous pouvez remarquer une différence justement d'attitude vis-à-vis du monde industriel ? Je vous laisse répondre. Bon, je ne sais pas si le changement est flagrant pour l'instant. En tout cas, on voit des efforts, je pense. Et dans les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans les écoles pour pousser, je prends d'autres domaines, mais la domotique ou autre, voilà, de donner accès à des solutions plus innovantes pour donner envie, je pense, aux jeunes. Aussi par l'apprentissage, nous on pousse beaucoup aussi l'apprentissage. Voilà, pour pouvoir intégrer les jeunes au plus tôt, leur faire connaître le métier et pouvoir aller vers la polyvalence, de la polycompétence aussi à l'intérieur des usines. Après, voilà, est-ce que le changement est radical ? Je suis pas sûre encore, mais en tout cas, on voit une volonté de faire changer les choses pour donner l'envie aux jeunes d'aller vers l'industrie. Je vous laisse réagir, peut-être Monsieur Noiro. Je dirais, dans la continuité, le changement est en marche. On n'y est pas encore, mais par exemple, j'étais la semaine dernière, la région a un dispositif qui s'appelle Proche Orientation, et je suis allé dans une école expliquer ce qu'était l'industrie, ce qu'apportait l'industrie. Donc, on voit qu'il y a des actions qui sont menées, c'est-à-dire tout le monde est en train de faire ce qu'il faut pour redorer le blason de l'industrie, et ça vraiment. Je pense que tout le monde est partie prenante, donc je pense que c'est en marche. C'est pas gagné, mais on va gagner. Monsieur Jude, je vous laisse répondre également dans cette relation avec les écoles, les collèges, les lycées. J'ai pas une grande expérience dans le sujet, à part encore une fois, les collèges qui viennent nous rendre visite et qu'on accueille bien volontiers, que l'on voit qu'ils font avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'implication des professeurs, même des élèves. Les élèves sont souvent aussi intéressés et suivent bien. Après, voilà, sur l'attitude du monde scolaire en général, j'ai pas une grosse expérience là-dessus. Merci. Alors, on a parlé d'apprentissage. Est-ce que vous prêtez à l'exercice là, justement, c'est très appuyé d'ailleurs ici dans notre région de France. On pense que c'est une clé justement pour arriver à l'emploi. Est-ce que c'est pour vous l'une des solutions pour attirer les jeunes au métier de l'industrie ? Monsieur Noiro ou Monsieur… Oui, c'est certainement une des très bonnes clés, effectivement. On encourage… un mode opératoire, enfin une mode de recrutement, une mode de formation qu'on apprécie beaucoup et qui, je pense, n'est pas encore assez développé dans notre pays. Ce qu'on peut voir par exemple en Allemagne et qui fonctionne depuis très très longtemps. C'est aussi une question d'orientation, certainement très jeune des enfants, en valorisant justement très jeunes des parcours de formation qui sont peut-être pas toujours bien mis justement en valeur dans le monde éducatif. Vous avez une expérience ? Je pense que l'apprentissage est d'ailleurs la clé pour tous les métiers. C'est-à-dire que les gamins, assez tôt, il faudrait qu'ils fassent moitié pédagogie et moitié dans l'entreprise, et très vite. Il est certain que pour ce qui concerne l'industrie, il y a une nécessité. Industrie et apprenti, c'est deux mots qu'il faut revaloriser. C'est-à-dire qu'apprenti, c'est usine, et industrie, c'est usine. Oui, il y a aussi une partie usine, mais pas que. Alors, on a une remarque là d'un internaute, je le prends à la volée parce qu'on est en train de l'inscrire en même temps. Les médias renvoient souvent une image assez négative de l'industrie. Est-ce que vous avez ce sentiment également ? Là, je vois Monsieur Noiro qui coche. Oui, évidemment. Madame de Buchère. Oui, je pense qu'effectivement, quand on parle de l'industrie, dans les médias aujourd'hui, on en parle peut-être de manière négative quand il se passe des choses, voilà, pas toujours très positives. C'est vrai que de montrer un petit peu plus les usines d'aujourd'hui, la modernité qui est mise dans les usines, voilà, la possibilité pour les employés aussi, voilà, de commencer dans un secteur d'activité
de pouvoir aller vers un autre secteur d'activité. Je pense que ça aussi, c'est pas offert dans tout, voilà, dans tous les milieux ou les secteurs aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est un vrai plus et effectivement, je pense qu'il faut montrer une autre image de l'industrie. Si on demande à des jeunes c'est quoi l'industrie, ils vont vous dire bah voilà, c'est du cambouis, du machin et tout, et on n'est plus vraiment là-dessus, quoi. Je pense qu'effectivement, donner une autre image, comme on fait aujourd'hui, voilà, ou dire voilà, une fonderie datant des années, voilà, aujourd'hui, c'est une usine du futur, c'est un vrai plus, quoi. Alors, vous avez commencé votre intervention avec nous sur cette problématique. Vous avez dit, bah oui, c'est vrai, en général, peut-être dans le groupe Rafo, mais l'usine près de Valenciennes, hein, bon, on n'a pas forcément un grand problème. Et on espère que c'est lié aussi à cette image d'industrie du futur. Alors, vous allez être labellisé. Hein, on se retrouve ce soir, Monsieur Jude et vous, Madame de Bucher. On va vous remettre votre trophée labellisé vitrine d'industrie du futur. Monsieur Noireau, vous avez été parmi l'une des premières entreprises à être labellisée. C'était il y a combien de temps maintenant? En 2018, hein, c'est ça. Est-ce que pour vous, le fait de porter cet étendard, c'est aussi une des clés de faire changer l'état d'esprit de cette jeunesse et de vous amener vers ce réseau, vers les entreprises de notre région, les entreprises industrielles? Je vous en prie, allez-y, Monsieur Jude. Oui, non, mais je pense que c'est aussi l'idée de montrer que les industries sont aussi des entreprises modernes et que ce ne sont pas seulement, voilà, comme on le disait tout à l'heure, encore le travail à la chaîne, le cambouis, les clés de 12 et je ne sais quoi. Voilà, je pense que c'est aussi l'idée de montrer qu'en France, il y a encore des industries, parce que je pense que le premier frein pour les jeunes à venir vers les industries, c'est qu'ils imaginent peut-être qu'il n'y a plus d'industrie. Souvent, nous, dans les visiteurs que l'on reçoit, les premières phrases qu'on entend, c'est « Ah, vous fabriquez quand même ». Donc, voilà, parce qu'on a aussi de l'image d'un pays qui s'est trop désindustrialisé ces dernières années et qui a donc donné l'image d'une filière qui n'était plus intéressante vu qu'elle était en perdition. Donc, je crois que maintenant, c'est toutes les expériences que vous avez et que vous menez, la French Lab et tout ce qui se passe autour et que la région fait aussi, c'est aussi pour remontrer qu'en France, il y a des industries, que ces industries, elles peuvent être modernes, qu'elles peuvent être en plus récompensées pour le fait d'être modernes, et ça c'est très bien, on vous en remercie. Mais voilà, déjà le fait qu'il y ait des entreprises, que l'entreprise c'est un métier d'avenir, qu'il faut que le pays se réindustrialise et qu'il faut que tout le monde y fasse attention, consommateurs, monde éducatif, tout le monde, et que tout le monde fasse attention à ces produits, derrière ces produits, il y a des industries, il y a des emplois, il y a des entreprises qui collaborent, qui font vivre un écosystème, une ville, une région. Donc c'est ça aussi qu'on doit défendre. Alors, vous avez ici autour de moi un beau témoignage de ce savoir-faire, de cette industrialisation de notre territoire, avec des lits médicalisés, des solutions d'assistance médicalisée, la fonderie Souglan qui fournit même la marine américaine, chose que j'ai appris aujourd'hui, et puis l'entreprise Rafo, hein, on devine. Qu'est-ce qu'on fait exactement d'ailleurs à Valenciennes? On fait des équipements en fait pour l'aéronautique, plutôt sur le militaire, sur le site de Rovigny. Voilà, de grande dimension, voilà. Il y a une dimension top secret quand même quand on vient visiter une usine telle que Rafo. Oui, il y a quelques contraintes, voilà. Mais bon, on ne va pas jouer plus les indiscrets. Je voulais vous remercier énormément pour ce premier temps fort, axé sur la jeunesse, évidemment. Vous avez fait une belle transition, Monsieur Noireau, pour préparer ce temps fort numéro 2, puisque sur les bonnes pratiques, évidemment, de faire partager, faire fonctionner un réseau, comment dans les entreprises de la région, on va évidemment profiter de l'expérience de chacun pour faire de notre belle région, de l'industrie, des entreprises, des startups, un réseau d'excellence également. J'espère que cela vous donne envie soit d'entreprendre ou soit d'y investir. C'est le rendez-vous du temps fort numéro 2, diffuser les bonnes pratiques des entreprises régionales.
Et avec moi, on va retrouver Thierry Favrez, directeur général d'APGELEC, Renaud Bouard, directeur R&D de Métarom, et Vincent Meneret, directeur du site de Saint-Quentin-Gauchy de l'entreprise L'Oréal. Messieurs, soyez les bienvenus. Alors pour celles et ceux qui ont suivi juste un temps, le temps d'avant également sur le thème de l'industrie du futur, vous retrouvez Thierry Favrez, que je remercie énormément parce qu'il enchaîne les tables rondes au cours de cette journée. Le temps que vous puissiez vous installer, vous l'avez pu remarquer, on respecte toutes les conditions sanitaires, on nettoie les micros grâce au travail de Marion. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer évidemment à participer avec nous, à échanger, envoyer vos questions. On a un retour qui permettra évidemment de vous satisfaire et de répondre à l'ensemble de vos attentes. Alors on a d'ailleurs une question pour vous, une question Bicast. C'est reparti avec l'application, avec le QR code. Vous avez gardé l'application sous les yeux, sinon revoici le QR code en question. Vous pouvez rescanner, répondre, que ce soit dans l'assistance. Alors je vois qu'on scanne, donc on va le laisser un peu le QR code, ou chez vous, revenir sur l'outil. On va avoir plusieurs fois des questions sondages vous concernant. Voici la question. Je vous fais le teaser avant de l'avoir affiché sous vos écrans. Selon vous, quel est le meilleur moyen de partager des bonnes pratiques? Alors, vous avez plusieurs choix qui se présentent à vous. Alors, pour moi, c'est écrit tout petit, mais développer des produits, services en collaboration avec d'autres entreprises, faire visiter mon entreprise à d'autres industriels, participer à un club d'entreprise, participer à des salons professionnels dans la région, échanger sur une plateforme en ligne ou autre. Vous pourrez vous exprimer lors des débats si vous souhaitez. Vous mettez dans la section chat de Livestorm si vous avez une autre idée sur ce thème. Alors, je suis curieux. Je vois que vous êtes nombreux à vous abaisser pour voir justement ce qu'il en ressort. Alors, pour l'instant, vous êtes une grande... Alors, ça s'équilibre. Je vous laisse le temps de répondre. Évidemment, sur la totalité, le temps que vous puissiez à chacun répondre. En tout cas, j'ai vu que participer à un club d'entreprise, d'échange avec des entreprises, c'était en tout cas parmi les meilleurs résultats au dernier. Et c'est pas Monsieur Thierry Favrez qui va me dire le contraire, c'est bien cela. Peut-être avant d'aborder ce sujet, je vous laisse présenter un peu ce que représente APGELEC. Alors, APGELEC, c'est une société industrielle qui fait de l'armoire électrique industrielle, mais aussi du process automatisé, qui est mondialement connu à Saint-Quentin dans l'Aisne. Vous voyez. Et on est 82 collaborateurs. On appartient au groupe IOL Industrie, qui est plus connu sur Valenciennes. Et donc, on est le versant sud de la région. Donc, voilà. Mais heureusement, vous êtes là. Et on est tous les trois du versant sud, d'ailleurs. Vous êtes tous les trois. Et je rappelle d'ailleurs que ces rencontres de la recherche et de l'innovation s'organisent sur 15 jours, une semaine ici en métropole lilloise à Tourcoing, dans ce site qui est la chaufferie, qui est magnifique. Et la semaine prochaine, nous serons au Quai de l'Innovation à Amiens, un très bel endroit également, où on voit je m'y rendrai aussi. Comment? Je m'y rendrai aussi. Ah ben avec grand plaisir. Alors, on va peut-être faire un retour sur les résultats Bicast. Et on a, c'est à peu près 50, on a 10% qui ont mis, alors ceux qui ont mis autre, soyez sympas, mettez-nous dans la section soit questions, soit chat sur Livestorm, ce que vous avez en tête pour faire alimenter ce débat. Dans tous les cas, arrive, alors en majorité, participer à un club local d'entreprise, arrive en deuxième, faire visiter mon entreprise à d'autres industriels. Alors tiens, je vous fais réagir en tout premier lieu sur participer à un club. Pour vous, le réseau, c'est essentiel. Vous faites partie de plusieurs réseaux. Vous êtes même l'un des présidents d'un réseau phare. Je vois le RBNO. Alors, RBNQ, c'est le club de la robot numérique. C'est un club d'entreprise faites tous partie. Qui connaissent, bien sûr. Et donc, c'est un club qui a été lancé dans l'agglomération de Saint-Quentin, qui va un peu plus loin que Saint-Quentin, puisqu'il y a des gens de Lille qui viennent, etc. C'est ouvert à tous. Et c'est vraiment un échange de bonnes pratiques. On essaye. Alors, je sais que L'Oréal, et souvent, c'est notre grand frère, nous, là-bas. Alors, il vient nous expliquer, nous montrer l'industrie du futur, tout ce qu'il a mis en place. Et puis, nous, on essaye de suivre. Et donc, c'est un échange de bonnes pratiques. Donc, voilà. Donc, on est très fiers et on passe le mot à tout le monde. Ceux qui veulent venir au club, c'est gratuit. Ça ne dure pas trop longtemps. C'est sous un format qui est tous les trimestres. Et ça dure 2 heures à peu près, entre 2 et 3 heures. Et puis on mange un morceau et après tout le monde va bosser. Qui peut venir au club? Des entreprises, des chercheurs, des universitaires? Tout le monde, même des écoles, même des plateformes, tout le monde est en passe, tout le monde peut venir. Voilà, j'anime la semaine prochaine pour les RRI la thématique santé. J'ai un chercheur qui cherchait de faire partie à un club de robotique. Je vous l'envoie. Pas de problème. Alors attention, robot numérique ne veut pas forcément dire que robotique. Hein. Le sens robot voulait dire un peu machine, un peu produit. Et numérique,
numérique, c'est vraiment tout ce qui est digital, soft et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est très global. Alors, sur la thématique de faire partie d'un réseau d'entreprises de partager, de faire partie d'un club de robots numériques tel que préside Monsieur Favrez, c'est important. Je vous laisse réagir peut-être, Vincent Meneret, sur l'importance de cette relation inter-entreprise. Oui, c'est vraiment primordial. Ça nous, enfin, surtout nous. Donc moi, je représente juste l'usine de Sopocos, hein, enfin l'usine L'Oréal Saint-Quentin. On fait partie du groupe L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est 40 usines, dans le monde. Donc il y a un vrai réseau déjà à l'intérieur du groupe. Donc moi, j'ai la chance d'être à l'interface de ce réseau interne et puis de ce réseau externe. Et ça nous permet nous de diffuser un peu à l'extérieur aussi le savoir-faire L'Oréal et surtout d'aller chercher à l'extérieur, parce que vous savez, quand on est dans un grand groupe aussi, parfois on est un peu pris dans l'énormité, je dirais, du processus, et le groupe a quand même beaucoup évolué là-dessus et est très ouvert sur l'extérieur. Donc on travaille beaucoup avec des startups et aller chercher des idées et de se réinventer, nous groupe dans une usine qui a plus de 55 ans, c'est primordial en fait. C'est primordial d'aller chercher ailleurs, de se challenger, de s'ouvrir. Et pour le coup, les clubs locaux nous aident beaucoup. Alors, pour se donner une idée de ce que représente le site, L'Oréal, on a une petite diapo que vous nous avez la gentillesse communiquée. On va peut-être. C'est L'Oréal, c'est 300 collaborateurs, le site de Saint-Quentin, c'est 3 technologies. C'est un site Céveso, hein, on fait des aérosols, donc la laque Elnet que tout le monde connaît certainement, ou les déodorants Narta, ils sont faits en France, ils sont faits à Saint-Quentin, dans l'usine, dans notre usine, et puis c'est 29 lignes de conditionnement, c'est des AGV. On va donner les quelques chiffres si on les a logiquement en slide. Avec Monsieur Delbecq, on est équipé en AGV, donc voilà, 1500 références de produits finis, puis des formules en exploitation, et puis 55 000 mètres carrés. Et voilà, aujourd'hui, l'usine, c'est 220 millions d'unités produites à l'année, et donc 1 million d'unités de produits par jour. Alors, ça donne une belle image de l'importance de ce site. La même réaction pour vous, évidemment, pour représenter Metarom. Renaud Bois, quand vous faites partie de clubs qu'on vient d'évoquer également, d'entreprises, de relations d'entreprise comme cela? Oui, évidemment, Metarom fait aussi partie de ce type de club, que ce soit en régional ou même au niveau national. Maintenant, ce qui est aussi très important, c'est d'être aussi lié par rapport aux clients. Et on attache une grande importance à être lié directement aux besoins du client avec des échanges croisés sur les bonnes pratiques. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer de plus en plus pour vraiment être au cœur des préoccupations de nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on manipule et qu'on pratique tous les jours. Et j'ai vu un chiffre tout à l'heure sur l'usine de L'Oréal. Alors nous, on est beaucoup plus petits, hein. Donc Metarom, on est 140 employés. J'ai vu qu'il y avait 650 matières premières qui sont utilisées sur votre site. Juste pour donner un ordre d'idée, chez Metarom, on utilise plus de 3000 matières premières. Ça fait partie de nos grandes spécificités, c'est de réussir à être hyper agile et c'est de réussir à comprendre les besoins du client, de nos clients, divers clients, et de réussir à manipuler toutes ces matières premières. Et on développe plus de 1500 nouveaux produits. J'ai vu tout à l'heure aussi les 1500 qui étaient vendus. On développe plus de 1500 nouveaux produits par an. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Alors, rappelez-nous quand même les fonctions de Metarom. Faites-nous un peu le paysage de ce que vous proposez comme service. Alors, nous, chez Metarom, donc on est basé dans la Somme, à côté d'Amiens. On fabrique de l'émotion en fait en bonbonnes. Donc, on vend des arômes et du caramel pour l'industrie agroalimentaire. Et on fait vivre notre passion à travers tous les briefs, donc, par rapport aux chiffres qu'on a pu voir tout à l'heure, les 1500 nouveaux produits, 3000 matières premières. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et pour rebondir sur tout à l'heure la personne qui réagissait par rapport à la société Rafo, où sont les femmes? Elles sont chez nous. On a un index à 95% d'égalité hommes-femmes. Et c'est vrai que ça nous tient vraiment à cœur. Donc, on a plus de femmes chez Metarom que d'hommes. Donc, c'est quelque chose qui est aussi une vraie valeur qui tient à cœur à Céinoké, qui est notre directrice générale. Alors, vous avez une vraie démarche. Elles sont aussi chez nous. Ah oui, c'est vrai. Elles ne sont pas chez moi. On est également, et on parlait tout à l'heure de production, mais nous, sur nos lignes de production, il y a aussi énormément de femmes. C'est automatisé, elles font tourner des lignes en U avec toute la même expertise que les hommes. En fabrication aussi, hein, pour fabriquer le jus, il faut imaginer des thermomix géants de 20 tonnes, et on a aussi des femmes en fabrication. J'avoue, sur la technique, on a encore un petit travail à faire.
Bon, on a lancé le message. Il faut pouvoir en parler, pour pouvoir changer les états d'esprit. C'est un peu le but de ces rencontres. Et il y a quelque chose d'important qui vous lie un petit peu, c'est cette relation. Quand on parle de partage d'expérience, vous la vivez aussi à travers vos clients. Alors, c'est très flagrant chez vous, chez Metaroom, puisque évidemment, vu la diversité de références que vous avez une hyper personnalisation du produit final à chaque client. C'est une approche et c'est une façon également d'intégrer également ce partage de techniques aussi. Ce qu'on vend, c'est pas qu'un produit fini finalement, c'est bien aussi des solutions. Donc, pour reprendre aussi les propos de tout à l'heure, on vend pas du catalogue, on vend aussi des solutions, c'est une démarche. Les 1500 produits, c'est aussi autant de demandes spécifiques. On livre plus de 80 pays à travers le monde, et avec des clients, avec des exigences qu'elles soient réglementaires, religieuses. Et à chaque brief client a une réponse très spécifique. Donc la recherche et développement pour l'industrie chez Metaroom est hyper importante. Il y a plus de 15% des effectifs qui sont sur la R&D et pareil sur la partie budget. Donc c'est quand même quelque chose qui est majeur pour l'industrie et pas incompatible. Et ça se poursuit même dans la politique, on va dire RH de l'entreprise. Et il y a cette hyper personnalisation, cette agilité qui est le maître mot pour pouvoir justement que tout le monde travaille sur cette flexibilité par rapport au client. Donc, un partage d'expérience obligé. Alors, c'est fondamental et c'est même une valeur essentielle pour Metaroom, que ça soit à la fois pour réussir les challenges actuels. Donc, on est forcément sur du change management continuel et une industrie est forcément faite d'hommes et de femmes. Et c'est en ça on a des programmes d'accompagnement, que ce soit de managers ou même d'opérateurs, pour aller sur l'excellence, pour imaginer les métiers de demain. Car les métiers qu'on fait à l'heure actuelle ne sont pas forcément ceux qu'on fera amener à faire demain. On est aussi sur une grande polyvalence. L'agilité amène aussi à avoir de la polyvalence entre les opérateurs, la progression. Donc oui, c'est essentiel quand on implémente des nouveaux logiciels qui nous permettront justement de mieux manipuler les matières premières ou d'avoir des cobots. C'est aussi les accompagner, les opérateurs, à l'utilisation de ces nouveaux outils. Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant de voir l'angle des collaborateurs. C'est quelque chose que vous travaillez aussi beaucoup chez L'Oréal. Vous avez même créé une plateforme pour dire on ne va pas chercher à chaque fois de réinventer la roue. C'était dans les propositions tout à l'heure, comment on partage les bonnes pratiques. En fait, le groupe a développé une plateforme interne où il y a toute la valorisation des bonnes pratiques. Alors, on ne fabrique pas tous les mêmes produits, on n'a pas tous les mêmes outils. Par contre, on va travailler sur de la bonne pratique, sur la bonne pratique hygiène, sur la bonne pratique sécurité, et on va donc chacun apporte, tout le monde peut, le collaborateur sur la ligne de production peut accéder à cette plateforme, proposer sa bonne pratique. C'est votre plateforme Best. C'est la plateforme. Alors Best, on a la slide, je ne sais pas si la deuxième slide. C'est une plateforme interne L'Oréal, mais qui est vraiment ouverte et sur lequel on va valoriser vraiment. Si vous voyez, c'est très simple d'utilisation. On propose une initiative, on peut aller en chercher aussi. L'idée vraiment, c'est, pour rebondir sur le point de mon collègue, c'est vraiment de se concentrer sur le client. Donc, pour se concentrer sur le client, c'est d'enlever tout ce qui est charge mentale sur tous les autres sujets pour vraiment être dédié à l'innovation. Et donc, quand il y a des bonnes pratiques ailleurs, on a développé chez L'Oréal plutôt le copier-coller plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, d'être efficace et d'être sur les bons sujets. Les sujets d'agilité répondent aux besoins clients. C'est vraiment responsiveness, on appelle ça chez nous. C'est notre cœur de métier. On est là aussi pour travailler et répondre aux besoins du client. Donc, tout ce qui peut aider à la production, à se concentrer sur le développement de cette agilité et épanouir les collaborateurs, c'est de la bonne pratique qu'on va essayer de partager. Et même nous, en tant que patron, on est évalué sur notre capacité, non pas à proposer forcément des bonnes pratiques, mais plutôt à les dupliquer. Donc, c'est vraiment une culture du groupe de partage de la bonne pratique pour plus d'efficacité. Alors, monsieur Favres, je vous voyais réagir en disant oui. Oui, moi, j'ai la chance de l'avoir visité 3 fois. Alors, donc, moi, j'y vais et je pompe les idées. Alors, les bonnes pratiques, je les prends chez les grands frères, quoi. Notamment, j'avais visité l'entreprise où la personne qui arrive pour la première fois, donc, a une tablette et puis on lui pose des questions, on lui dit, voilà, est-ce que tu dois rentrer là, faire attention à l'endroit où tu, etc. Donc, moi, je l'ai mis en application chez moi. Alors, évidemment, j'ai pas les mêmes moyens qu'eux, mais je l'ai mis en pratique. Donc, j'ai dit, tiens, j'ai vu une belle idée et donc, on va la pomper, on va la mettre chez AP Gillette. Mais dites donc, monsieur Favres, vous auriez répondu au sondage quasiment, j'allais visiter les usines des partenaires et puis après de les partager en club. Mais en plus, moi, je dis aux gens qui le veulent, s'il y a des choses chez moi, alors je fais des petites choses à mon petit niveau, mais venez voir et je vous expliquerai comment moi je m'y suis pris et combien ça coûte. Je vais jusqu'au point de leur dire voilà combien ça coûte. Hein. Moi, j'hésite pas à donner les prix. Je pense que tu as raison, il faut vraiment être dans le partage, dans l'ouverture, dans la transparence. Ouais. On n'est pas sur le cœur, enfin en tout cas, pas sur le cœur de métier. J'entendais tout à l'heure parler de partage de brevets, de spécificités.
Ça, c'est la spécificité, ce qui fait la valeur ajoutée de l'entreprise. Par contre, tout ce qui est autour, tout ce qui va faire gagner du temps, on a tous intérêt entre nous de nous entraider et de les partager. On parlait de visite. Avec le Covid, entre guillemets, les portes ouvertes, ça ne se fait plus. Nous, on a développé une visite virtuelle de l'usine, donc qui va bientôt être mise en ligne. Et dessus, vous allez voir comment on manipule des fûts de 200 kilos, de 200 litres, je dirais, dans notre fabrication avec des outils ergonomiques. Voilà, on n'a pas de raison de le cacher, en fait, de comment on fait. On a tout intérêt à en faire bénéficier et puis pour que d'autres entités puissent avoir, puisque derrière tout ça, c'est le bien-être des collaborateurs qu'il y a et c'est ça le plus important. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble, être collaboratif, ouvrir les portes. Et effectivement, quand on a été labellisé, donc moi je fais partie des 2020, de la session tout début 2020, ça a été un vrai plaisir. Moi je prenais mon poste sur le site et ça a été un vrai plaisir d'accueillir les vitrines et de leur partager en fait. Et je voyais effectivement, comme disait Thierry, c'est quand on visite qu'on pose des questions et puis qu'on repart avec une ou deux idées. Une ou deux idées, ça suffit pour repartir plus riche. Moi, Vincent a raison. Il faut lever la tête du guidon, mais c'est valable pour toi aussi. Il faut lever la tête du guidon. Il faut oser. Vous voyez, nous, on ne se voit pas assez. Non, mais c'est vrai, on devrait prendre le temps de dire allez, tiens, viens visiter, parce que peut-être qu'il apprendrait des bonnes pratiques chez APGLEC. C'est peut-être réversible, ça, on ne sait jamais. C'est sûr. Je ne suis pas sûr. Mais même moi, Metarom, j'ai été visité et c'est vraiment une superbe entreprise. Alors, vous soulevez un sujet qui est assez important, deux sujets que j'ai abordés avec certains d'entre vous pour la préparation de cette soirée. Il y a le premier sujet, c'est que c'est une façon de partager son expérience, c'est une façon de réinventer sa propre entreprise. Et en ça, quand on est des entreprises qui ont un passif, ou parfois on a besoin, c'est cette idée-là, vous ressentez cette force-là aussi d'avoir ce réseau. Alors peut-être là vous êtes assez concentré avec vos collaborateurs, mais peut-être chez L'Oréal qui est une entreprise assez ancienne, qui a un vrai passif, on va dire une grande machine malgré tout. Voilà. Bon, d'aller chercher chez des startups, chez des réunions, c'est une façon de se réinventer aussi. Exactement, c'est... Enfin, voilà. Nous, on se nourrit vraiment et c'est pour ça qu'aussi on a la vitrine à l'époque aussi, parce qu'on a commencé à travailler avec une startup qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours, mais Mobility Work, qui était vraiment à ses débuts, et tout le cœur du trophée de la vitrine qu'on a eu à l'époque, c'était sur comment le digital facilite finalement la vie du technicien sur ligne avec un support, une digitalisation qui lui permet d'être reconcentrer sur ses valeurs premières. Et en fait, nous, on utilise un logiciel qui est une sorte de Facebook du technicien où chacun vient mettre sa panne technique. Et en fait, quand on a une panne, plutôt qu'à chaque fois, comme je disais, de réinventer l'eau chaude, de se dire, tiens, est-ce que dans mon fil de discussion, il n'y a pas déjà eu cette panne-là? Je reprends les valeurs nominales de réglage, je réajuste et puis je repars. Donc, c'est vraiment le 4.0 au service des collaborateurs. Ça doit vraiment être... Ça aussi, je l'ai pompé. Ça doit vraiment être le cœur de tout ce qu'on a à faire du 4.0 pour du 4.0. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Mais j'entendais tout à l'heure Thierry qui parlait de digitalisation, de mettre des tablettes. On est vraiment là-dessus. On est aujourd'hui sur un changement de format. Donc, quand on passe d'un produit à un autre, il y a plus... On a 6 à 8 machines sur nos lignes de production. Il faut changer tous les formats. Comment on s'assure qu'il n'y a pas un oubli? Voilà, on vient avec des checklists numériques pour s'assurer. Et ça enlève de la charge mentale à l'opérateur. Alors, ce que fait Vincent en un an, moi, je mets 10 ans pour le faire. C'est souvent pas la même taille de groupe aussi. Mais je vais plus vite parce que j'ai moins de monde aussi à mettre à niveau. Alors, parmi les discussions, vous êtes tous les trois. D'ailleurs, même si vous l'avez vu en 2020, sachez-le, ce soir, vous allez recevoir votre trophée. C'est le cas également pour Metarom. En tant que vitrine de l'industrie du futur, ce réseau qu'on défend aujourd'hui, un réseau d'excellence pour donner envie, vous m'avez dit, effectivement, on ne se voit pas assez. Parce que justement, sur ce partage d'expérience, vous avez envie d'aller plus loin. C'est l'un des sujets que vous avez évoqué également, cette richesse de partage. Enfin, là, je repartis avec ma besace qui va se remplir. Donc, j'ai envie de découvrir l'Aisne. Là, je suis la Somme. Les distances sont pas très loin et c'est vrai que c'est quand même essentiel, ne serait-ce que pour s'ouvrir, avoir une vision plus globale. Des fois, on a la tête en effet dans le guidon. Ouais. Et les problématiques, elles sont des fois multiples. Et la solution, c'est en s'élevant et en regardant un peu un pas de côté qu'on peut justement trouver des solutions et comment on fait pour les adapter. Donc, on est tous gagnants-gagnants.
Et oui, je pense que ce serait intéressant en effet de pouvoir partager ces bonnes pratiques. Ouais, moi, je voudrais rendre hommage quand même à Jean-Marie Delbecq qui a quand même organisé les rencontres vitrines du futur. Alors avec le Covid, on les a fait beaucoup à distance, mais il a quand même organisé. Et c'est-à-dire qu'on théoriquement, on est censé se rencontrer quand même à intervalles réguliers, au moins échanger, mais aller chez l'un chez l'autre, c'était le but aussi, c'est de voir les bonnes pratiques. Alors plus on est nombreux, plus ça va être difficile d'aller chez tout le monde, quoi. Mais à titre personnel, je pense que on devrait régulièrement, alors on n'est pas obligé de se voir tous les mois, mais au moins une fois par an, essayer de peut-être dire, bah tiens, viens voir, ou j'ai telle nouveauté, ou voilà, et ainsi de suite. Et puis de tourner. C'est vraiment important, je crois, à notre échelle. C'est-à-dire, et moi, je suis en PME, donc je fais tout, hein, un peu comme toi, hein, Vincent. On fait tout, quoi. Hein. On fait du RH, de la qualité, du machin, du commerce. Enfin, moi, je suis par Mons et par Vaux, et parfois, je fais des tables rondes, vous voyez. Donc, heureusement que j'ai une superbe équipe et je tenais vraiment à les remercier parce que le trophée, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour eux parce qu'ils bossent comme des dingues, quoi. Donc, je suis très fier de mes collaborateurs. Et il y a un bout pour L'Oréal aussi, par rapport à toutes les idées que vous avez pu pomper. Merci à L'Oréal pour toutes les idées que j'ai pompées. C'est bon joueur. En tout cas, ce qui est remarquable à travers vos discours, c'est que vous avez tous une approche humaine, RH, de votre démarche innovante au sein de vos équipes, hein, que ce soit dans les outils que vous mettez en place, l'approche collaborateur innovante. C'est une forme de valorisation aussi. Hein. Est-ce que vous avez des belles histoires à nous raconter par rapport à la plateforme Best qui ont été mises en place au sein de L'Oréal? Oui, enfin, Best, par exemple, ça a été un super accélérateur au début de la crise Covid, en fait. C'est-à-dire que on s'est tous retrouvés du jour au lendemain avoir la moitié de nos effectifs en moins et puis à devoir faire tourner l'usine et surtout se dire qu'est-ce qu'on devait faire. En fait, c'était pas très clair à l'époque au tout début et là très vite avec Best, on a vu que dans certaines usines il y avait des choses qui se mettaient en place, des trucs tout bêtes, mais pour à la réception par exemple. À la réception des camions, effectivement, il y avait tous les chauffeurs qui étaient dans la salle d'attente avec plus ou moins un port de masque assez libre, on va dire, avec des risques. Et on a mis en place, alors ça peut paraître tout bête, hein, vous savez, comme dans les foot courtes, vous prenez vos petits buzzers et puis vous allez dans votre camion, puis quand c'est votre tour, on vous appelle. Et, donc on fait ça pour les restaurants, on a fait ça pour les camions. Ça peut paraître tout bête, mais c'est quelque chose qu'on a vu sur une plateforme et on s'est dit c'est quand même une super idée, on y va. Et puis on l'a déployé. Donc c'est voilà, et ça, c'est des gens du terrain qui leur montent. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement valorisant parce que finalement, je rejoins tout à fait Thierry, c'est eux qui font l'entreprise. Hein, c'est pas moi qui vais avoir le trophée ce soir. Hein, c'est aussi pour eux que je vais le chercher. Oui. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir physiquement et de le récupérer physiquement, même si ça fait 2 ans qu'on l'a réalisé, parce que c'est une concrétisation et c'est vraiment leur travail que je souhaite mettre aussi en avant. Donc, et c'est tous ceux qui viennent visiter l'usine nous disent, voilà, on voit des gens fiers de présenter leur outil, fiers de présenter ce qu'ils fabriquent au quotidien, les bonnes pratiques, les partager. Et finalement, c'est eux qui les partagent avec le plus de conviction et qui sont les plus convaincants. Moi, j'avais donné comme stratégie à l'époque, j'avais dit, les gars, développez votre créativité, développez votre valeur et développez la conduite du changement. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment essayer de donner de l'énergie là-dedans. Moi, je suis qu'un chef d'orchestre. Hein, voilà. Je ne joue pas de musique, moi. Merci bien. Je ressens évidemment cet état d'esprit également chez Metaroom qui est avec nous. Je vous remercie beaucoup à tous les trois parce que on voit l'énergie et la fierté que vous avez à défendre votre entreprise, à quel point nous avons la chance d'avoir un tissu. C'est le cas également pour la première table ronde que nous avons eue ce matin. L'envie de donner envie à l'industrie, ces entreprises d'industrie du futur, ces vitrines qui ont été labellisées et qui vont remettre avec le plus grand des fiertés leur trophée d'ici quelques instants. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Fabrice? Non, je suis très fier. Merci de nous avoir reçus. Et puis, bravo pour l'énergie que vous savez que l'animateur, c'est l'animus. Il parle à l'âme. Donc, c'est bien de parler à l'âme. Merci bien. On essaye. C'est très aimable. Bon, c'est pas fini. Hein. Restez avec nous. Non, parce que tout à l'heure, vous allez encore devoir me supporter, là. Oui, parce que vous restez avec nous pour la table ronde suivante. On va vivre le troisième temps fort dans un instant. On va parler évidemment du territoire. On a cette fierté. Quand on parle de fierté, on parle évidemment parfois de là où on a ses racines, de là où on s'est installé. Eh bien, c'est bien souvent le cas pour nos entreprises. Quel est l'intérêt de venir s'installer, d'investir sur le beau territoire des Hauts-de-France, ou de quelle façon fait-on rayonner les entreprises, le savoir-faire des Hauts-de-France? C'est le temps fort numéro 3, attractivité du territoire. C'est parti.
Alors, reste avec nous, monsieur Thierry Favret, ce que vous connaissez déjà, pour celles et ceux qui nous suivent cet après-midi. On lui a préparé des loges personnelles. C'est son deuxième temps fort de la journée et même troisième avec l'émission précédente. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes toujours directeur général d'APGELEC et merci de rester avec nous. Avec nous, Francis Kopp, directeur général de Lens Drive System France et Fleur Grimm, responsable acquisition et commerce de chez Dagoma. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci, évidemment, alors le temps que vous installiez que Marion, parce qu'à chaque fois on fait les conditions sanitaires, évidemment, on vous propose une question Bicast, une question QR code, le temps pour vous de vous reconnecter à l'application, de partager également avec nous un peu qui vous êtes, vos réactions. Ça nous permet également de rebondir auprès des intervenants. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité, qui ont coupé l'application, on vous remet assez rapidement le QR code en question. C'est bien. Il y a encore quelques années, pour organiser ça, c'était extrêmement compliqué. Maintenant, tout le monde sait scanner un QR code. Ça simplifie grandement les choses. On aura trouvé au moins un avantage à ce virus. au moins ça. Bon, à part quelques accélérations, ça a quand même bouleversé énormément le monde du numérique et beaucoup d'accélérations, on l'a parlé, dans les plateformes de discussion interne. Et voici la question pour vous. La question Bicast, quel adjectif décrit le mieux, d'après vous, la région de France? Alors, on va vous demander de rester dans l'esprit de l'entreprise. Quel adjectif pour investir ou pour rayonner ou dans la thématique de cette table ronde? Quel est, d'après vous, l'adjectif qui peut évidemment correspondre au mieux à la région Hauts-de-France? Bon, on est plutôt dans un esprit positif. Là, évidemment, dites-moi pas qu'il fait toujours gris, c'est pas vrai. On cherche dans l'esprit entrepreneurial. On vous laisse le temps de répondre. Peut-être un tour de table, justement, si vous deviez choisir un objectif. Je vous laisse d'abord la priorité à Fleur Game, si vous deviez choisir un mot. Un mot pour l'adjectif. J'en ai deux. Je vous laisse. C'est bien parce que c'est vous, on vous laisse deux. Diversifiée dans l'industrie notamment et très active aussi sur les échanges, etc. Ça fait beaucoup de mots, mais c'est riche. À vous. Moi, j'ai 4 mots. Vous voyez, alors, je dirais renaissance, travail, énergie, volonté. C'est ça pour moi la région. Parce que vous savez, moi, je suis du bassin du bassin minier et donc il y a vraiment de l'énergie et de la volonté et de la renaissance maintenant avec les nouvelles entreprises. C'est un mot qui revient très régulièrement dans ces rencontres de la recherche et de l'innovation, quelles que soient les thématiques abordées. Renaissance est ce qu'on a besoin de. On a cette renaissance, ce tissu. Merci, ce sera un vrai sujet. À vous, monsieur Francis Kopp, vous deviez choisir éventuellement un mot. Plusieurs, si évidemment. Alors, je dirais jeunesse, dynamisme et recherche. C'est vrai que la région de France était très longtemps la région la plus jeune de France. Dynamisme, on l'espère. Alors, merci. On va voir ce qu'ont répondu nos amis internautes et celles et ceux qui nous suivent dans la salle, puisque tout le monde peut répondre à cette fameuse question. Alors, on va essayer de le mettre en grand écran. Alors, Carrefour de l'Europe. C'est joli, ça aussi. Dynamique. C'est revenu. Plateforme internationale, écosystème, histoire, jeunesse. C'est repris. Danse. L'Europe qui revient en force, innovante, Carrefour, évidemment, héritage industriel, c'est pas faux non plus, et riche en ressources, Phoenix. Vous voyez la renaissance. La renaissance. Énergie, centrale, entrepreneuriat, multitude. Là, on revient avec l'idée de la diversité. Le travail, c'est vrai qu'on dit souvent, je veux dire, moi qui voyage un peu beaucoup, on a l'image de travailleur dans la région de France. Et résilience, pour rebondir également sur vos propos, je ne sais pas si on va faire preuve de résilience ou pas pour aborder les différents sujets qui nous touchent, mais sur cette attractivité, vous avez ici tous les trois cette richesse, d'après les amis internautes, c'est d'être sur le territoire des Hauts-de-France. Alors, je vous propose de revenir vers vous, monsieur Thierry Favret. On n'a pas eu le temps, on a une petite vidéo qu'on va passer pour montrer votre entreprise. On a coupé le son parce que mais un peu pour montrer, et je voudrais un peu que vous nous expliquiez un peu l'aventure de votre PME et la fierté que vous avez de la défendre sur le périmètre des Hauts-de-France. Alors, écoutez, ça va être bien parce que ça va suivre les 4 mots que j'ai choisis, c'est-à-dire renaissance, travail, énergie, volonté. Il faut vous dire qu'on part de très loin puisque c'est une société qui n'était pas très bien suite à la crise
pas Covid, mais la crise économique, et qui a subi vraiment des choses vraiment pas terribles, quoi, hein. Vraiment, ça a été compliqué. Et on a tous, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon voilà, on n'a plus le choix aujourd'hui, il faut qu'on ait vraiment une stratégie ensemble. Soit on réussit, soit on meurt ensemble, quoi, hein. Et donc, on a vraiment boosté. On s'est tous écoutés, on a écouté nos clients, on a essayé de développer de l'énergie. Et puis, j'ai l'honneur de vous dire qu'on s'en est sorti. Alors, on est encore convalescent parce que c'est dur de traîner 8 ans. Mais aujourd'hui, on a pris l'innovation, on a pris l'industrie du futur, on a pris plein de trajets qui nous ont développés. Puis on a eu une chance aussi, c'est qu'on appartient à un groupe. Et sans ce groupe-là, qui est un groupe de Valenciennes, qui est toujours un groupe de Valenciennes, le groupe Yole, je crois qu'on n'existerait plus. Donc, il faut vraiment vous dire que c'est une chose très importante d'avoir du soutien d'un groupe, mais aussi d'un écosystème et d'un territoire. Parce que souvent, les élus, vous savez, on se dit, oh là là, ils ne sont pas terribles, ils ne nous aident pas. Et moi, j'ai la chance qu'à du côté de Saint-Quentin, j'en ai qui ont mouillé la chemise. Et donc, et qui nous ont aider à trouver parfois des solutions qu'on ne trouvait pas nous-mêmes, quoi. Donc voilà, ça sert aussi à ça. La région nous a beaucoup aidé et nous aide encore beaucoup, hein. Donc il y a des représentants ici. Donc vous savez, c'est important, si on veut faire renaître le territoire, il faut regarder qui est capable de… Quand il y a de l'énergie, quand il y a je dis souvent, quand c'est pas de moi, mais quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc on avait une volonté, et on a trouvé un chemin. Alors maintenant, il est long et il faut développer, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit un petit peu avant, c'est mes collaborateurs. Une stratégie, c'est croire en l'homme, donc former les gens, croire en homme, l'âge humain, hein, évidemment, hommes et femmes. Il faut avoir des idées innovantes et puis s'ouvrir, c'est-à-dire essayer de développer commercialement et montrer ce qu'on sait faire. Donc voilà, donc APGELEC existe depuis 40 ans quand même. Elle a eu des hauts, des très hauts, puis elle a eu des bas et des très bas. Et aujourd'hui, on remonte. Alors le Covid nous a pas forcément aidé. Ça, nous, on est dans le bien d'équipement industriel, donc dès qu'il n'y a plus de société qui marche, il n'y a plus de bien. Donc ça a été vraiment difficile, mais donc j'ai vu Phoenix, donc le Phoenix renaît de ses cendres, donc on renaît à nouveau, donc on a l'habitude maintenant, mais on va avoir une idée, c'est que même pas peur, même pas mal. Donc on innove, on y va, et puis tous mes collaborateurs, vous voyez, on a mis des robots, on met des robots collaboratifs, on a mis des AGV, on essaye vraiment d'être discipliné, et nos clients nous félicitent pour ça. Donc c'est vraiment l'énergie qu'on veut mettre, et donc l'écosystème est important. Les grands frères, hein, on parlait de L'Oréal et toutes les entreprises autour qui peuvent aussi nous faire travailler de temps en temps, ou d'autres entreprises, évidemment. Donc, c'est important de se faire connaître et puis de montrer qu'on est aussi tous présents. Et on n'est pas peu fiers, et tous les gens de la société sont vraiment fiers d'être dans ce système d'innovation et de vitrine du futur. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui nous regardent, peut-être, qui voient leur entreprise là? Je pense, oui, qu'ils doivent nous regarder. Ils sont très fiers. Les saluer. Voilà, donc, vous voyez, on voit par exemple Thierry, là, Thierry qui faisait des choses manuelles avant, il découpait manuellement, et puis maintenant, il s'occupe du robot, c'est lui qui le fait marcher. Donc, je peux vous dire qu'on n'y croyait pas, parce qu'il a le même âge que moi, on est des anciens, on arrive, il s'est formé et il a avancé. Et ça, je suis très fier que la grosse majorité, je veux dire 98% des gens foncent, quoi. Voilà, il y en a d'autres qui sont encore en train de douter, et ils ont raison de douter, et donc il faut qu'on avance. Merci beaucoup pour ce témoignage d'expérience, et on vous sent l'énergie du Phoenix, sans aucun doute, évidemment, avec nous. Je vais poser la question à Francis Kopp qui est avec nous. Alors vous avez été trophée des vitrines de l'industrie du futur sur l'édition 2017-2018, hein, c'est bien ça, hein, 2018. Vous êtes du côté de Béthune, à Rouy, sur votre site. Nous sommes à Rouy, oui, installés à Rouy. Alors, vous n'êtes pas là par hasard. Vous m'avez dit, nous, l'entreprise Lens, même si c'est une grande entreprise, on n'est pas là par hasard. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers aussi de représenter la région de Hauts-de-France à travers votre structure? Alors, juste pour vous dire, Lens est un offreur de solutions, et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est système d'automation. D'accord? Et à l'époque, quand, pour des questions de capacité, le groupe a dû choisir un emplacement pour installer sa future usine, le choix est tombé sur les Hauts-de-France. Il est tombé sur les Hauts-de-France pour des raisons que l'on a retrouvées tout à l'heure dans Carrefour de l'Europe. Absolument. Carrefour de l'Europe, la jeunesse,
l'excellence de la formation, le niveau de formation, le fait, et c'est très très important, que les Hauts-de-France sont une vieille région industrielle qui sait ce que c'est l'industrie, qui connaît la valeur de l'industrie, et c'est très important. Et donc, je pense que je l'ai déjà dit, le dynamisme et la jeunesse de la région, ce qui permet effectivement d'avoir au niveau, je vais dire, humain, les ressources dont vous avez besoin, ce qui est très important parce que le travail se fait sur la durée. Ce n'est pas du court terme. Et donc, c'est faire grandir les gens dans l'entreprise, les faire évoluer avec l'entreprise. Et comme le disait dans une des tables rondes, je pense, du début, les personnes peuvent, au cours de leur passage dans l'entreprise, qu'il soit plus ou moins long, faire différents métiers. Et nous avons énormément de métiers dans toutes ces entreprises industrielles. Et ce n'est plus du tout, on l'a vu là à l'instant, ce n'est plus du tout le cambouis, l'environnement sale. On est vraiment très loin de ce genre de cliché aujourd'hui. Lenze, on retrouve cette entreprise dans combien de pays? Nous sommes présents dans une 60aine de pays aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Voilà. en voyageant, est-ce que réellement, quand on voit sur le nuage de mots-clés, est-ce que quand on voit travail, travailleur, souvent c'est un mot, quand on illustre les gens des Hauts-de-France, on dit souvent qu'ils sont des jeunes et c'est des travailleurs. Est-ce que c'est ressenti au sein du groupe ou pas? Je dirais, nous sommes reconnus au sein du groupe pour l'excellence de notre travail. Oui, absolument. Ben voilà, on peut être fier hein, quand on parle d'attractivité. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors à côté de moi, et je vous remercie beaucoup d'être présent parce que vous défendez évidemment la jeunesse et au moins de participation féminine. Donc ça nous fait plaisir à chaque fois. Fleur Grimm, vous êtes responsable. Alors je ne sais pas si le terme vous va, responsable commerce, acquisition commerce. Je préfère commerce. Commerce hein, chez Dagoma. Et là aussi, on va pouvoir bomber le torse parce que quand on parle de Dagoma, on peut racontez-nous l'aventure Dagoma. Il y a quel point c'est une entreprise remarquable? Dagoma, c'est vrai que c'est une entreprise remarquable qui s'est fait remarquer dès ses débuts très très vite. En 2014, tout a commencé à Roubaix. Donc, Mathieu et Gauthier ont lancé Dagoma et c'est vrai que l'impression 3D, tout de suite, a rencontré un engouement assez phénoménal et elle a grandi très très vite. Elle a grandi très vite parce que il y a des acteurs locaux sur lesquels elle a pu s'appuyer aussi, notamment des distributeurs qui sont d'ici, hein, notamment Leroy Merlin, Boulanger, etc. Et aujourd'hui, on est très très fiers d'avoir déployé plus de 50 000 imprimantes 3D sur le territoire français. Oui, alors vous êtes des grands spécialistes de l'impression 3D, d'imprimante. Alors soit vous avez deux possibilités, hein, vous avez la possibilité de proposer un service, ou soit de les vendre et vos produits, on les retrouve un peu. Vous m'avez dit que c'est peut-être l'un des plus grands parcs machines d'Europe qu'on a la chance d'avoir, quoi. Exactement. Alors plein de choses à raconter pour en arriver là, mais c'est vrai que Dagoma a un très très grand parc machine de plus de 300 imprimantes qui tournent continuellement. À la base, il a été créé ce parc machine pour produire ses propres imprimantes. Et aujourd'hui, il ne nous sert plus à ça, pas plus qu'à ça, parce que Dagoma s'est aussi introduit en 2021 sur le marché des professionnels. Donc, nous avons sorti une nouvelle imprimante 3D Pro qui est sortie au courant 2021. Et aujourd'hui, nous produisons aussi à la demande grâce à notre parc machine. Voilà, maintenant l'ambition, après avoir conquis le marché des particuliers, maintenant c'est d'être au service des entreprises régionales. Exactement. Et bien au-delà de nos frontières. Alors soit vous leur proposez une machine, vous la vendez, vous l'installez, ou soit vous faites un service, c'est-à-dire vous venez profiter de service de ces machines. Oui. C'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, parce que moi j'ai contact avec certains de ces collègues et bon, j'attends le bilan 2021, on verra, mais après je pense qu'il y aura l'acquisition soit d'une machine, soit après, alors on peut toujours revenir avec son lingot d'or, faire des bagues aussi, c'est possible, hein, je pense. Hein. Oui. C'est ça, hein, voilà. Ils fondent l'or et puis ils vous la remettent en. Alors, Dagoma, on va dire que cette année, c'est vrai que moi, j'aime pas trop dire qu'on vend des imprimantes aux professionnels. Je pense qu'on
effectivement, on est des très bons fabricants d'imprimantes 3D. Aujourd'hui, sur le monde des professionnels, c'est pas vendre une imprimante, c'est vendre une unité de production qui va s'intégrer dans un processus de production interne à une entreprise, ou alors proposer de la sous-traitance et les accompagner sur cette partie développement d'une production chez nous en sous-traitance. Donc ça, c'est deux choses. Et chez nous, ce qu'on voit et ce qu'on remarque depuis le lancement de Dagoma sur le marché pro, c'est que les industriels ont besoin d'accompagnement et ont besoin de comprendre pourquoi on met en place et pourquoi on leur propose ces services-là. Et en fait, on est aussi sur le développement de compétences et la montée en compétences des collaborateurs dans les entreprises. Donc voilà, pour moi, il y a effectivement la fabrication d'imprimantes, mais il y a aussi l'accompagnement qui permet de faire monter en compétences et de rendre beaucoup plus attractifs les entreprises, beaucoup plus agiles, etc., etc. Bien sûr, si on fait du prototypage, par exemple, moi pour les outils robots, avant on usinait des pièces, puis voilà, donc aujourd'hui avec une imprimante 3D, alors soit on l'achète et puis on la fait soi-même, soit on dit bah, tu peux me faire ça, on envoie le schéma 3D et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, je pense, des choses qui vont vraiment se développer, hein, et même à notre petit niveau. Monsieur Kopp, vous connaissiez l'entreprise Dagoma? Oui, je connaissais. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une entreprise. C'est une très belle entreprise. Très belle entreprise de start-up il y a quelques années, maintenant qui a très très bien évolué. Et vous aviez été vitrine d'industrie du futur en quelle année, vous savez ou pas? Alors moi, je ne sais pas en quelle année. Il y a quelques années, vous n'allez pas avoir votre trophée, mais c'est 2021, non? Je pense, non? Ouais, 2021, je pense. 2021, bah voilà. Non, c'est pas 2021, 2020. Parce que sinon, vous remettrez votre trophée tout à l'heure. 2018. Alors, ça doit être 18, juste les lauréats d'avant. Ouais, avec le Covid, on y perd son latin. Ce qui vous permet de loin d'avoir profité d'un peu de lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous défendez, parce qu'on pompe le torse, hein, c'est pour ça que j'essaye. C'est que vous défendez non pas le Made in Hauts-de-France, là, c'est carrément le Made in Roubaix, quoi. Vous êtes parce que souvent, quand on parle voilà, comme le disait très bien Monsieur Jude, quand on fait visiter, la première surprise parfois, c'est de dire on fabrique encore, donc, et surtout là, on fabrique quelque chose de pointe, de technologie de pointe, qui est une technologie qui existe sur ces dernières années, et on l'a fait ici à Roubaix, non loin d'ici. Oui, on a combien de temps de chez vous là? Alors là, on est à 11 minutes à pied exactement, donc on n'est vraiment pas loin. Et c'est vrai qu'on est très très fiers d'être à Roubaix, parce que historiquement Roubaix c'est quand même une ville incroyable pour l'industrie. Et c'est une ville meurtrie aussi, parce que le textile a morflé. Eurohuit, ça a été le bassin minier. Je peux vous dire, nous à Saint-Quentin, c'était aussi. On le fait renaître, et je trouve que le mot phénix correspond tout à fait. On est dans les anciens locaux de la Redoute à Roubaix. Donc je trouve que ça représente bien ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Voilà, vous le ressentez aussi, cet aspect un peu Phoenix, vous l'avez dit aussi chez Lens, on est conscient que ce soit un ancien site industriel, c'est une force aussi pour une région. Voilà, je dirais le fait que la région soit une région industrielle depuis très très longtemps, c'est une force aujourd'hui. Parce que ça paraît quelconque ce que je vais dire, mais de l'industrie, c'est pas. Il faut connaître l'industrie. Je veux dire, avoir grandi dans l'industrie pour savoir ce que c'est. Ouais. Je pense que c'est dans notre ADN. Voilà. Alors, j'ai des services bienveillants de la région qui m'informent. Je ne vais pas le sortir de mon esprit. On a un écran devant nous, on le voit tous ensemble. C'est l'adage que le temps passe vite. Puisque 2017. Dagoma a été labellisé en 2017 déjà. Est-ce que vous ressentez, vous qui êtes arrivé après l'entreprise, 3 ans après, est-ce que vous ressentez le fait d'avoir été vitrine de l'industrie du futur? C'est quelque chose. Quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, c'est quelque chose qui a été tout de suite indiqué, qui est porté? Bien sûr, c'est évident qu'on soit reçu ici tout de suite. Dagoma parle, et moi je suis assez impressionnée parce que j'ai rejoint Dagoma quand même relativement récemment, donc c'est toujours très agréable, et c'est quelque chose qui en extérieur aussi impressionne beaucoup et permet aussi d'avoir cette légitimité sur un sujet qu'on connaît quand même très bien. Et puis c'est un procédé novateur, parce que la fabrication additive, c'est le vrai mot, hein, c'est la fabrication additive, c'est quand même un procédé qui est récent.
récent, on va dire, facilement utilisable, Ouais. depuis pas très longtemps. D'accord, Voilà. mais d'accord. Il a Mais été sinon, élaboré avant, ouais, mais voilà. ouais, avant, c'était très complexe et aujourd'hui, on le simplifie énormément, effectivement. Il y a cette vraie question le fait d'être labellisé vitrine de l'industrie du futur, si ça vous permet de rayonner aussi. Est-ce que ça a été remarqué chez Lens, dans le groupe en lui-même? Le fait d'être labellisé vitrine industrie du futur, je dirais que je l'ai fait pour différentes raisons. D'un côté, effectivement, montrer à l'extérieur et au niveau du groupe le savoir-faire et l'excellence du travail accompli. Et d'un autre côté, montrer également dans l'usine, aux salariés, de la qualité de ce qu'ils font et de la reconnaissance du travail accompli. Et la fierté qu'ils peuvent avoir d'être reconnus vitrine industrie du futur. Alors, on comprend cette fierté-là Ouais. qui est à défendre. Moi, j'ai la même approche. Alors, en premier, c'est la fierté vis-à-vis de mes collaborateurs. C'est-à-dire, franchement, tous ensemble, de où on part, nous, il y a 8 ans, où on était moribonds, on n'aurait pas donné 1 euro pour nous. Et 8 ans après, labelliser vitrine du futur, pour nous, c'est vraiment une fierté en disant, mais non, on a fait un bond de comète. Deuxième chose, après, c'est vis-à-vis de l'actionnaire, en disant, vous avez cru en nous, vous voyez, on continue. Et ça, c'est un bel hommage qu'on rend au groupe. Puis après, il y a le rayonnement externe. Bon, celui-là, je ne suis pas sûr que ça va m'amener beaucoup de commandes, mais bon, au moins, on dira, voilà, vous n'êtes pas dans une boutique, vous voyez, vous êtes dans une société qui sait ce que ça veut dire l'innovation. Voilà à peu près les 3 axes que je donne. Alors évidemment, j'espère que vous avez donné envie. C'était vraiment le but de venir s'installer dans les Hauts-de-France. On voit à quel point vous avez été énergique à différents niveaux, puisque de grands groupes industriels passant par de PME et d'entreprises vraiment en explosion de développement, hein, on peut le dire. On a ici 3 exemples qui sont formidables. Vous pouvez bomber le torse aussi, parce que vous montrez avec beaucoup de fierté cette labellisation de vitrine industrie du futur. Et je vous en remercie énormément pour ce temps fort. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Favrez? Merci Fabien pour tout ce que vous faites et, voilà, et toute l'équipe technique, parce que vraiment c'est sympa, hein, franchement. Bon, on prend beaucoup de plaisir, évidemment, à vous valoriser tous et toutes. On va bientôt passer à un moment que vous attendez tous. C'est le moment de la remise des trophées des lauréats des vitrines de l'industrie du futur. 2020-2021, on a un peu de retard avec évidemment les Covid. Et je tenais à vous remercier évidemment tous les 3 pour ce petit. Et je rappelle, on en reparlerait évidemment. Il y a toute une suite à donner à vivre à cet événement. Alors pour vivre, vous pouvez rester avec moi hein, si vous le souhaitez. Dans ce premier temps, je vais inviter le représentant local de l'Alliance de l'industrie du futur, industriel également, directeur général. Alors j'espère que je prononce correctement de l'UIM. Udimetal, Nord-Pas-de-Calais et Centre. Je vais vous demander d'accueillir avec moi Monsieur Olivier Durtest. Merci beaucoup. Alors, on a passé un petit moment sympathique hein, sur ces 3 tables rondes. Quel est votre ressenti déjà par rapport à ce qu'on a vécu? Écoutez, je crois que toutes les conclusions ont repris les mots et les termes dont on parlait quand on a mis en place la démarche industrie du futur au niveau national. Et c'est un vrai honneur pour moi ce soir. Alors, c'est vrai que ça s'est fait un petit peu au pied levé, mais c'est un réel honneur pour moi de venir remettre ces vitrines. Hein, et de valoriser le territoire des Hauts-de-France et l'industrie des Hauts-de-France. Voilà, on voit aussi cet honneur parmi nous. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous avons la chance d'avoir les lauréats, mesdames et messieurs, 2020-2021 avec nous. Et on va faire ça par ordre. On a décidé de le faire par ordre alphabétique, évidemment, pour favoriser ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment le but du jeu. Je vais vous inviter. Alors, je vais peut-être vous laisser regagner vos places. Merci beaucoup encore. À vous, Monsieur Kopp, Madame Grimm et Monsieur Favrez d'avoir été avec nous. Et on va inviter les entreprises peut-être à venir nous revoir. Et toutes les entreprises, vous serez invitées à venir nous rejoindre pour une photo finale de cette édition 2020-2021. Je vous laisse peut-être l'honneur. Vous avez la liste je vous invite, allez, j'annonce et puis je vous laisse commenter un petit peu quelques points forts de cette entreprise. Avec attention, mesdames et messieurs, nous avons la première entreprise qui est avec nous. Je vais vous demander d'accueillir l'entreprise A2 Maquin. Et on n'a pas Vincent Demey qui est avec nous, me dit-on à l'oreille. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est là pour le représenter?
Non, bon, on va le saluer. S'il est avec nous, s'il nous suit, peut-être qu'il a eu un empêchement. Il a gagné, dans tous les cas, ce trophée 2020-2021. Nous allons passer à quelqu'un qu'on n'a quasiment jamais vu durant cet après-midi pour remettre ce prix du trophée vitrine de l'industrie du futur 2021. Je vais vous demander de l'applaudir avec moi, monsieur Thierry Favrez, lauréat 2020-2021. Alors peut-être deux mots sur ces labellisations. Effectivement, c'est toute une démarche et moi je souhaiterais remercier Jean-Marie Delbecq qui, ici sur le territoire, venez avec moi. Accompagne les entreprises vers cette démarche de labellisation. La labellisation, elle est organisée par le conseil d'administration de l'AIF, AIF représentant les branches de l'industrie française et quelques grandes filières. L'objectif de cette labellisation, on en a parlé depuis tout à l'heure, c'est effectivement la visibilité nationale et internationale, parce que l'AIF échange avec les Allemands, d'autres pays européens pour regarder un peu où on en est sur la valorisation et la compétence de nos industries. Et donc effectivement, quand on met en avant une vitrine, c'est toute la compétitivité industrielle d'un pays. Et donc effectivement, pour nous, ces trophées, ça symbolise vraiment pour l'AIF l'excellence de l'industrie française. Alors en le disant, j'ai un petit frisson, mais c'est vraiment un honneur pour l'AIF de remettre le prix à la société APGELEC, à ses salariés et à son dirigeant. Oh. Je vais vous laisser réagir si vous le souhaitez. En quelques mots, une phrase ensemble. Merci à Olivier, merci à l'Alliance, merci à Jean-Marie, etc. Parce que c'est vraiment un honneur. Alors, je dédie ce trophée à tous mes collaborateurs, sans exception, qui se donnent jour après jour pour sortir des armoires, des process automatisés, vraiment avec envie, avec volonté. Et je vous le dis, sans eux, on n'y arriverait pas. Moi, je ne suis qu'un chef d'orchestre. Eux, ils jouent de la musique et ils la jouent vraiment très bien. Et je leur dédie ce trophée. Et donc, je les remercie humblement. Voilà. Et il va trôner vraiment fièrement dans l'atelier et un petit peu partout. Merci à tous. Merci. Ah, il va voyager dans le trophée. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Lauréat également 2020-2021 des vitrines de l'industrie du futur. Je vais vous demander d'accueillir avec nous monsieur Christian Jude pour l'entreprise HMS Vilgo. Merci d'être avec nous. Alors, quelques mots et peut-être qui caractérisent effectivement en gros le caractère emblématique de l'entreprise et pourquoi l'AIF a souhaité décerner effectivement les vitrines. C'est une production souple, compétitive, française, ça c'est vraiment un point qui a marqué l'AIF, entièrement intégrée, ça aussi c'est un point très important, et certifié Origine France, garanti par l'AFNOR. Merci beaucoup. On va vous remettre officiellement ce trophée qui a été ô combien préparé par toute l'équipe. Il est beau le trophée, magnifique. À quel endroit vous allez le mettre Je vais faire comme notre chef d'orchestre préféré précédent. Je vais mettre en bonne place dans l'entreprise pour que tous nos collaborateurs puissent également être fiers de ce trophée qui leur revient largement. Merci à tous de mettre en valeur nos entreprises et d'une si belle façon. Merci à cette belle organisation. Bravo. Je vous laisse vous rapprocher pour la photo ensemble. Voilà, encore une fois, vous pouvez les applaudir évidemment avec nous. L'entreprise HMS Vilgo. Merci, merci. Alors attention, toujours par ordre alphabétique, vous l'avez vu avec nous, il a partagé également cette table ronde avec beaucoup d'humanité. Je vais vous demander d'accueillir Vincent Meneret pour l'entreprise L'Oréal. Alors, pour l'entreprise L'Oréal, le caractère emblématique retenu par l'Alliance, leur démarche est centrée sur l'humain, mais ça c'est un trait qu'on retrouve chez tous nos industriels qu'on a pu voir depuis tout à l'heure. Comment l'accompagner dans cet environnement changeant, comment réduire la charge mentale de l'opérateur et comment pérenniser le savoir-faire. Ça c'est vraiment un trait de marque qui vous est accordé. La conviction, l'innovation technologique contribue à la performance globale de L'Oréal
en apportant plus d'agilité, plus de flexibilité pour le consommateur, donc le client, tout en favorisant l'ergonomie et en simplifiant et facilitant le quotidien des collaborateurs. Donc vraiment les collaborateurs au centre de la démarche. Encore félicitations à vous. On va vous remettre le trophée, évidemment. Et après, on vous laissera réagir avec le plus grand des plaisirs. Je vous en prie, approchez-vous, mettez-vous bien au centre pour les photos. On vous laisse profiter, évidemment. Voilà vos réactions en une phrase. Une vraie fierté. Hein. Nous, ça fait 2 ans qu'on l'attend. En attendant, on avait mis un beau coq bleu de la French Fab, donc il va venir à côté être là, et vraiment un bel hommage pour toutes les équipes. Hein. C'est leur trophée, donc c'est avec plaisir que je le ramènerai demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois, vos applaudissements, évidemment, pour l'entreprise L'Oréal. Vincent Meneret, directeur du site de Saint-Quentin. Entreprise lauréate 2020-2021, je vais vous demander d'accueillir monsieur Damien Letellier, directeur général adjoint de Metarom, et qui revient avec monsieur Boua, évidemment, qui est avec nous. Vous pouvez les applaudir, évidemment, avec nous. Alors, pour Metarom, le caractère emblématique pour l'Alliance, la maîtrise des données, la traçabilité, garante de transparence et de rapidité, sont indispensables au service d'une hyper-personnalisation de la relation client. On l'a bien entendu tout à l'heure dans la table ronde. Grâce à des collaborateurs animés dans un bien vivre ensemble, ancrés dans un territoire, l'attractivité de l'entreprise se développe, permettant de relier les compétences créatives d'innovation. L'innovation au cœur du développement et la spécialisation en spécification client. Félicitations à vous et je vous remets le trophée. Je vous invite à rester ensemble pour les photos et pour vous applaudir, évidemment. Et je vous laisse réagir peut-être, monsieur Letellier. Merci, merci. Chaque jour où le Covid passait sur cette année 2020, on s'accrochait en se disant on a un trophée à aller chercher, on a un trophée à aller chercher. Voilà, donc ça nous a permis de tenir aussi, je vous en remercie. Obtenir la récompense de ses pairs, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus valorisant pour toutes nos équipes. Donc comme l'ont dit les autres personnes, voilà, ça nous touche énormément. Et puis pour conclure, on a parlé de renaissance, de redéveloppement, de croissance. Nous sommes extrêmement confiants dans le développement de Metarom pour les années à venir, mais aussi pour le développement de l'industrie en Hauts-de-France. Voilà, donc très très confiant et très heureux pour l'avenir. Merci beaucoup. Encore une fois, vos applaudissements pour la société Metarom qui est avec nous. Lauréat également de cette édition 2020-2021 avec nous, Madame Karine Debuchère pour l'entreprise Rafo qui est avec nous. Applaudissements s'il vous plaît. L'entreprise Rafo. Bonjour madame. Alors on a la chance dans... Attendez, restez avec nous, vous êtes accompagné. Qui est directeur du site de Valenciennes. Merci d'être avec nous. Alors on a une grande chance dans cette région parce qu'on est une région manufacturière. Hein. Et Rafo, dans son développement, est venu installer un site sur notre territoire. Et ce site, c'est le site pilote pour le groupe de la démarche industrie du futur. Et ça, c'est un vrai exemple concret et de développement pour tout le groupe. Et puis, une implication, une cohésion et un dynamisme très important du personnel qui permet effectivement d'accéder à cette vitrine. Félicitations à vous. Merci. On va vous remettre votre trophée. Je vais vous inviter à bien vous mettre au centre pour les photos souvenirs de tradition, évidemment avec nous. Voilà, je vous laisse réagir peut-être, soit l'un, soit l'autre, comme vous le souhaitez, en une phrase, suite à ce trophée, label. Moi, je tiens à vous remercier déjà pour ce trophée, parce que c'est quand même une marque que ça a été initié par Karine. C'est une reconnaissance de votre part. Et puis pour nous, c'est un engagement, parce qu'il va falloir le tenir tous les ans et puis se rénover tous les ans. Voilà, merci à vous. Un grand merci à vous. Hein, et c'est vraiment les équipes de toutes les entreprises qui font cette excellence et qui nous permettent de continuer d'avancer.
Madame Debucher, vous vouliez réagir aussi? Oui, voilà, merci aussi au personnel du site de Rovigny qui a œuvré pour la mise en œuvre de cette nouvelle usine qu'on a voulu effectivement usine du futur et représentative après de ce qu'on pourrait faire sur nos autres sites de production. Voilà, avec un gros engagement pour la construction de cette usine dans les délais et avec voilà, la chance d'avoir ce label voilà, qui nous honore. Félicitations encore. Merci encore une fois, vos applaudissements pour l'entreprise Rafo qui est avec nous. Et enfin, la dernière entreprise de lauréate de cette édition Vitrine du Futur 2020-2021, la vitrine de l'industrie du futur. Il s'agit de la société Recitech avec monsieur Frédéric Emmans, directeur général. Merci d'être avec nous. Je vous laisse vous installer juste ici à côté. Alors, la tradition. Recitech, en fait, c'est un exemple pour nous. Il faut le savoir. C'est un exemple d'une transition réussie d'une industrie, entre guillemets, lourde, hein, on peut le dire, souvent décriée, hein, on dirait qu'il faut attirer les jeunes, vers un acteur essentiel dans les boucles d'économie circulaire. Et donc, réellement, à ce titre, c'est pour nous très important de l'industrie du futur, de pouvoir décerner effectivement ce trophée. L'objectif pour les années à venir de l'entreprise, devenir le leader reconnu et innovant de l'économie circulaire des métaux non ferreux. Et on sait les problématiques aujourd'hui qu'il y a sur les métaux. Et donc c'est pour nous un point très important sur notre territoire d'avoir une entreprise qui va pouvoir peut-être nous fournir demain en métaux. On va vous remettre très officiellement le trophée en lui-même. Vous allez le mettre à quel endroit, ce trophée? Alors, l'usine est très, très grande, donc ça va être difficile de les mettre dans les ateliers, mais je pense que ça sera bien en place à l'entrée, histoire que tout le monde le voit, nos collaborateurs, les clients, les visiteurs, les fournisseurs, etc. C'est merveilleux. Je vous laisse vous centrer pour la remise du trophée, pour l'ensemble des photos. Et peut-être quelques réactions, si vous le souhaitez. Je vous laisse réagir. Oui, première réaction, comme mes collègues, on l'attendait depuis un an, ce trophée, donc il va faire du bien, il concrétise finalement de gros efforts. Je voulais effectivement juste confirmer ce que M. Duterte a précisé, c'est qu'une vieille industrie métallurgique comme Recitech, juste au pied d'un terril dans le bassin minier, qui devient une industrie du futur, c'est quand même un superbe exemple, et l'ensemble de mes collaborateurs en sont très fiers. J'ai d'ores et déjà prévu de fêter ce trophée lors de la Saint-Éloi cette année, qui est bien évidemment le patron des métallurgistes. Voilà, merci à tous. On a réservé, hein, on a tous réservé, merci. Bravo merci encore une fois à l'entreprise Recitech et à l'ensemble des lauréats. Je vais demander à tous les lauréats de venir me rejoindre, évidemment, pour cette photo de famille avec vos trophées, évidemment, de cette édition. Je rappelle pour celles et ceux qui sont avec nous en public, à la suite de cette remise de trophées, vous avez un cocktail qui est prévu. Alors, celles et ceux qui sont derrière les écrans, restez avec nous pour la photo de famille. Je rappelle que vous allez pouvoir revivre en images et en replay l'ensemble de ces émissions. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les émissions, toutes les rencontres de la recherche et de l'innovation. Je vais laisser tout le monde s'installer pour la photo. Le temps pour moi, évidemment, de remercier l'ensemble des organisateurs, parmi celles et ceux des services de la région, de l'Alliance d'industrie du futur. Il y a Jean-Denis, il y a Cécilia, il y a Elodie, il y a Maxime, tous celles et ceux qui ont travaillé avec nous. Alors, on va tout le monde regarder. Pour les photos, vous êtes prêts? Attention. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On change tous les axes. Ah là, ça plaisante plus. Hein. Là. Voilà, c'est bon, tout le monde a pu faire ses photos. Alors, encore une fois, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Oui, il faut enlever le cache. On a 25 photographes pour celles et ceux qui nous regardent derrière les écrans. Ils se posent la question, mais que se passe-t-il? Et j'imagine cette tension qui existe derrière l'écran chez eux, qui se demandent... Et je peux vous dire, vous ne voyez pas, mais on a le public qui est avec nous, évidemment. Tout le monde peut repartir avec cette photo. Je voudrais encore une fois qu'on applaudisse l'ensemble des lauréats qui sont avec nous. Applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Merci d'être avec nous.
Je voudrais qu'on remercie la régie qui, depuis ce matin, 9 heures, ont réalisé au total, je compte bien, 9 heures d'émission non-stop. Et c'est une prouesse technique, évidemment, qui est mise en place ici à la chaufferie avec les équipes de Potions Magiques. Bravo à celles et ceux qui nous accueillent ici à la chaufferie. Toutes les équipes de la région qui ont préparé cet événement, l'Alliance d'Industrie du Futur. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube de la région, vous allez pouvoir revivre cet événement. Le prochain rendez-vous, c'est demain, 9 heures, pour les rencontres de la recherche sur la thématique suivante, comment créer les ressources de demain à partir des processus de recyclage. Je vais parler à certains d'entre vous. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve mardi 30 novembre prochain aux rencontres de la recherche et de l'innovation. L'innovation, une des clés pour l'agriculture de demain. J'espère que vous a donné envie d'un futur positif avec nos industries du futur. Et je vous rappelle qu'on a un cocktail qui attend tous celles et ceux qui sont avec nous pour pouvoir profiter et terminer dans un moment de convivialité. Vous y ajoutez quelque chose? Alors, toutes les anciennes vitrines vont pouvoir revenir également pour faire la photo. On va vous libérer pour celles et ceux qui sont derrière nous à l'écran. Je vous souhaite encore une fois, toutes à tous, une excellente soirée. Bien sûr.